C'est bien dans les méandres les plus vicieux et insupportables que vous êtes descendus. Nous sommes marqués, profondément marqués, aussi indignés et révoltés. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Andrian-Arissoa. Après 2 ans et demi d'enquête, la commission sur les violences sexuelles au sein de l'Église vient de rendre son rapport et les chiffres sont accablants. 330 000 victimes de violences sexuelles depuis 1950. On vous explique. Ce sont 2500 pages de conclusions qui viennent bouleverser l'institution catholique. Oui, l'Église a de manière systémique couvert les coupables de crimes sexuels et renvoyé les victimes au silence. 3 bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas. Alors, on va vous raconter l'histoire de cette enquête, le travail de titan qui a été accompli pour arriver à ces résultats. On va voir que c'est grâce à la détermination d'un homme, Jean-Marc Sauvé, un haut fonctionnaire qui a un parcours très particulier. Et puis on va se poser la question, et maintenant, que va-t-il se passer ? Comment l'Église catholique va-t-elle payer pour ses fautes ? Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Andrian-Arissoa. Des enquêtes sur les crimes sexuels au sein de l'Église, il y en avait déjà eu de la part de la presse, des médias, mais c'est la première fois que l'Église regarde ces crimes en face. Oui, et en se donnant les moyens, effectivement. C'est après l'affaire Prénat à Lyon, Prénat du nom d'un prêtre qui avait abusé de scouts pendant des années et des années. Et on a su après à quel point la hiérarchie de l'épiscopat à Lyon avait couvert ces crimes. Donc après l'affaire Prénat, eh bien, visiblement l'Église catholique prend les choses en main et décide de lancer cette commission d'enquête. Elle lui donne les moyens. Un président est nommé, Jean-Marc Sauvé, on va en parler. Il nomme lui-même les membres de cette commission. Il les choisit à parité, autant d'hommes que de femmes, autant de croyants que de non-croyants, mais aucun religieux. Il fait le choix de ne pas prendre les gens de l'intérieur de l'institution et il écarte aussi, dans un premier temps, les associations de victimes. Il ne veut pas qu'elles soient juges et parties. Il crée donc cette commission qui va tout simplement se mettre au boulot, lancer des appels à témoins. Ça, c'est très important parce que ces appels à témoins ont marché. Il y a eu des centaines, des milliers, 6000 victimes qui se sont manifestées. Certaines ont téléphoné, d'autres ont écrit. Mais donc, la commission s'est retrouvée face à cette masse d'informations. Ils ont fait le choix. Il n'a pas été possible d'entendre tout le monde, mais ils ont sélectionné environ 250 victimes qui ensuite ont toutes été auditionnées très longuement, à chaque fois par 2 membres de la commission, 2 heures minimum. Si la victime était une fille, il fallait forcément qu'il y ait au moins une femme parmi ceux qui les entendaient, souvent même 2 femmes. Enfin, ce boulot a été fait et ils ont mis à jour des horreurs. Ça a été un grand déballage, toute la panoplie des violences sexuelles. Une question de sévices, de viols, d'attouchements, d'actes de torture, de pratiques esclavagistes, donc toujours sur des enfants et toujours de la part de religieux. Et ce sont ces centaines de pages de témoignages qui ont été rendus publics cette semaine. Procéder à toutes ces auditions de crimes sexuels affreux sur des enfants, ça ne laisse pas indemne, vous vous en doutez. Jean-Marc Sauvé, le président de la commission, est revenu sur la difficulté à entendre ces témoignages et à vivre avec sur l'antenne de BFM TV. Nous sommes marqués, profondément marqués, aussi indignés et révoltés, il faut dire le vrai. Ce travail nous a confrontés à la fois beaucoup de détresse, et il est générateur de douleur pour tous les membres de la commission, en particulier pour ceux dont le métier n'était pas un métier de psychiatre, de psychologue ou de psychanalyste. Ce qui est très intéressant aussi dans cette histoire, c'est notamment le parcours du président de la commission, Jean-Marc Sauvé. Ah oui, alors parce que c'est pas n'importe qui, Jean-Marc Sauvé. Son nom n'est pas très connu du grand public, mais pourtant, il a un parcours assez exceptionnel. C'est un fils d'agriculteur au départ, des agriculteurs catholiques qui envoient leurs enfants en pension. Il va faire toutes ses études secondaires dans un pensionnat religieux. Et ce qu'il y a de dingue, c'est qu'il va croiser un pédophile, un professeur de musique, prêtre, qui est pédophile. Mais sauf qu'à l'époque, il ne l'a pas su. C'est quand il a eu plus de 50 ans, 60 ans après la charge de cette mission, qu'il a été recontacté par un de ses petits copains du pensionnat qui lui a dit « Mais tu te souviens, il y avait quand même ce pédophile ». Bon, voilà. Et cette lettre de son copain l'a beaucoup marqué. Bon, ça, c'est une histoire dans l'histoire. Tout ça pour dire qu'il est quand même catholique. À la fin de ses études supérieures, il hésite entre la haute fonction publique, le service de l'État, ou le service de Dieu, prêtre, quoi. Et il hésite vraiment. C'est soit les jésuites, soit l'ENA. Il choisit l'ENA. Il passe l'ENA, il est reçu brillamment. Et il change d'avis. Il va chez les jésuites, à Lyon. Et puis là, il change d'avis.
Il se dit non, en fait, j'étais peut-être plus fait pour servir l'État. Et donc, il repasse le concours de l'ENA. Ça t'est jamais arrivé de passer 2 fois parce que son résultat il y a 2 ans ne compte plus, quoi. Donc, il doit repasser le concours. Il le repasse. Il est major. Il sort de l'ENA et il va commencer une grande carrière donc de haut fonctionnaire. Un de ses premiers postes, c'est d'être au cabinet de Robert Badinter en 1981 et d'abolir la peine de mort. Et il se trouve que c'est pour ça qu'il a voulu devenir fonctionnaire. Quand il avait 12 ans, au pensionnat, il disait « Quand je serai grand, j'aimerais bien abolir la peine de mort ». Et ben, il l'a fait. Ensuite, il a mené cette carrière absolument exceptionnelle qu'il a amenée aux 2 plus hauts postes de la fonction publique. Il y en a 2, c'est secrétaire général du gouvernement, celui qui, à Matignon, fait tout le boulot dans l'ombre, et puis vice-président du Conseil d'État, c'est celui qui, à la tête de cette institution, valide les lois. Donc, ce sont les 2 tours de contrôle de la République, le vrai pouvoir, en fait. Il l'a occupé jusqu'à sa retraite, il prend sa retraite, il se tourne aussitôt vers l'Église parce que c'est un pratiquant, etc. Il dit qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai quelques compétences, etc. L'Église lui file un petit job et puis pas très longtemps après survient cette affaire Prénat, la décision de créer cette commission d'enquête. Lui, il entend à la télé que le président de la Conférence des évêques de France a décidé de créer cette commission. Il se tourne vers sa femme et il lui dit tu vas voir, ça va être pour moi. Et de fait, il a reçu juste après le coup de fil qu'il a chargé de faire cette mission. Au début, il pensait y consacrer à peu près 1 jour par semaine parce qu'il avait d'autres activités. Et puis, il s'est laissé complètement bouffer par l'affaire. Il s'est mis à y travailler je ne sais pas combien d'heures par jour. En 2 ans et demi, il a pris 2 fois une semaine de vacances. Il a travaillé comme un fou. Il a donc réuni cette commission et ils ont fait ce boulot exceptionnel. Ce rapport, il avait un peu 2 objectifs, c'est-à-dire à la fois éclairer les crimes du passé et éviter qu'ils ne se reproduisent. Et pour ça, il y a des préconisations qui ont été faites, et notamment pour que les victimes puissent obtenir réparation. Voilà, c'est la question qui est très sensible. C'est est-ce qu'il faut payer? D'ailleurs, cette semaine, en présentant le rapport, François Deveau, qui est un petit peu le porte-parole de toutes les victimes, hein, puisque lui-même a été victime du père Prénat à Lyon, et puis il a créé cette association Parole Libérée qui est centrale. Et donc, il était là, il a dit beaucoup de choses, et il a dit il va falloir payer. Il s'est adressé à l'Église, il va falloir payer. C'est au sens propre comme au sens figuré, mais notamment au sens propre. Alors, on sait qu'il y avait un fonds de soutien qui avait déjà été prévu, qui avait commencé à rassembler un peu d'argent. On parle de 5 millions d'euros, sauf que François Deveau, il a fait les calculs. Il dit, puisqu'on est environ 200 000 victimes, hein, c'est le chiffre qui a été avancé, le chiffre très spectaculaire, qui n'était pas attendu d'ailleurs, qui a été avancé par cette commission sauvée, puisqu'on est 200 000 victimes, si vous faites les comptes, hein, si on doit recevoir par exemple 10 000 euros chacun, ce qui serait sans doute une somme minimale pour le traumatisme subi par ces mineurs. Si on doit recevoir 10 000 euros chacun, ça fait 2 milliards d'euros. Alors évidemment, l'Église n'a pas cette somme-là. La question maintenant, c'est ce qu'on va demander aux fidèles. Certains au sein de l'Église disent oui, on n'a pas le choix. D'autres disent non, c'est quand même assez immoral d'aller demander à des gens qui n'ont rien fait, qui même parfois ont peut-être dans leur famille des victimes. Enfin bon, demander de l'argent aux fidèles pour les crimes commis par certains prêtres, c'est assez gênant. Donc